Aotearoa, le pays du long nuage blanc. Lorsque les Polynésiens s'installent sur la péninsule de la Nouvelle-Zélande au 8e siècle, c'est alors qu'ils y importent la culture maori ainsi que leurs us et coutumes. Malgré qu'encore aujourd'hui des milliers d'habitants de la Nouvelle-Zélande continuent de perpétuer cette culture autochtone, ils sont contraints depuis déjà plusieurs siècles à partager leurs terres avec de nombreux migrants qui ont, au fil de l'histoire, changé la face du pays. Conséquemment, en 1840, les Maoris se voient donc contraints de signer le traité de Waitangi, cédant ainsi leur pouvoir à l'Angleterre. Depuis, la Nouvelle-Zélande ne cesse de se moderniser et malgré la protection du territoire des Maoris stipulée par ce traité, il en subit malgré les effets néfastes de cette colonisation. De nos jours, la Nouvelle-Zélande est l'un des pays les plus prospères au monde. La qualité de vie environnementale élevée qu'on y retrouve fait naître l'affaire Rainbow Warrior et la conscience écologique du peuple en conservant intacts certains parcs nationaux et en refusant par exemple l'exploitation de certaines ressources naturelles. Mais, l'anthropisation et les changements climatiques observés à l'échelle mondiale n'épargnent pas ce territoire riche en biodiversité. Les Maoris, qui considèrent ainsi la nature comme une entité vivante au centre de tout, voient conséquemment leur mode de vie, leur culture et leur environnement influencés par ces changements climatiques. L'économie dynamique de la Nouvelle-Zélande repose surtout sur l'exploitation des produits du secteur primaire, tels que l'agriculture, la foresterie, la pêche et l'aquaculture, le pétrole et le charbon. Cependant, ce modèle de croissance arrive à ses limites écologiques, causées entre autres par un aggravement des émissions de gaz à effet de serre, de la pollution diffuse de l'eau douce et des menaces d'origine anthropique qui pèsent sur la biodiversité. De nombreux changements climatiques sont déjà observables et se font ressentir, alors que d'autres plus sévères arriveront à mesure que la crise empirera. Le récent rapport du GIEC note que, depuis 1910, la température moyenne des terres émergées a augmenté de 1,1 degré Celsius, et depuis le début des années 2000, la Nouvelle-Zélande a connu 7 de ses 10 hivers les plus chauds jamais enregistrés. 2021 n'a pas fait exception, avec des températures de 1,32 degrés au-dessus de la moyenne entre juin et août. De ce fait, il y a actuellement une division climatique extrême sur le territoire de la Nouvelle-Zélande. Alors que la côte ouest et les régions au sud se retrouvent avec des grandes inondations côtières et fluviales, les régions plus au nord et à l'est sont touchées par de grandes sécheresses. Tout d'abord, les quelques 15 000 km de régions côtières sont menacées par l'augmentation du niveau de la mer et donc par l'érosion que cela entraîne, grugeant les berges avec constance. Dans le rapport sur la montée des eaux effectué par NIWA, ils ont estimé qu'à ce jour, 2036 km², soit 0,08% des terres de la Nouvelle-Zélande, sont exposées aux inondations côtières, incluant 1457 km² de terres agricoles et 50,3 km² d'infrastructures. Les coûts reliés aux inondations et à l'érosion des côtes pourraient s'élever à un peu plus de 10 milliards de dollars US. Pour l'instant, environ 72 000 personnes seront affectées par les inondations côtières. Ceci est sans compter les impacts sur les routes, les aéroports, les chemins de fer et autres lignes de transport, et les sites patrimoniaux, mais surtout sur une partie inquiétante de la faune et la flore précieuses de ces îles. De plus, le 2/3 de la population vit déjà dans des zones, à l'intérieur des côtes, à haut risque d'inondation par la crue des grandes rivières et les précipitations saisonnières. Et bien que les Néo-Zélandais implémentent déjà des solutions à ce problème, telles que les stop banks et autres infrastructures pour restreindre et diverger les surplus d'eau, la fréquence et la puissance de ces inondations continuent de croître depuis des dizaines d'années suite au changement climatique, submergeant bientôt la capacité de ces solutions. Les changements climatiques influencent aussi les sources d'eau douce. Ceux souterraines provenant d'aquifères sont à risque de contamination par l'eau de mer plus élevée s'infiltrant dans les nappes phréatiques, par les récents séismes ou encore dû à des facteurs anthropiques. Les autres sources d'eau potable proviennent soit de la récolte d'eau de pluie, également sujet au changement climatique par l'acidification ou par la sécheresse, ou soit de la fonte des glaciers et de la neige saisonnière, source qui diminue d'année en année pour les mêmes raisons. Puis, il y a l'océan. L'hydrosphère entourant la Nouvelle-Zélande regroupe beaucoup d'habitats importants et essentiels pour plusieurs espèces qui y vivent. Malheureusement, l'acidification des océans et l'augmentation de la température moyenne globale sont en train de dérégler les écosystèmes marins, rendant de multiples espèces vivantes à risque d'extinction. Enfin, on remarque aussi d'autres changements au niveau de la biosphère. D'une part, pour les forêts et autres espaces naturels, le risque d'incendie augmente considérablement avec l'augmentation de la température et de la fréquence des sécheresses.
La capacité d'absorption du dioxyde de carbone de ces espaces se retrouve aussi transformée, et considérant qu'ils compensent pour environ le tiers des émissions totales de gaz à effet de serre de la Nouvelle-Zélande, ce changement n'est pas négligeable. D'une autre part, le climat va devenir plus favorable pour la reproduction des espèces invasives. Une abondance de ces espèces va nuire non seulement aux ressources que l'humain consomme, mais également au reste de l'écosystème, puisque la compétition interspécifique se trouvera augmentée, causant un stress de plus sur la précieuse biosphère d'Aotearoa. Malgré le fait que le pourcentage d'émissions des gaz à effet de serre de la Nouvelle-Zélande est faible à l'international, les émissions par habitant sont très élevées. On parle d'une augmentation de 57% entre 1990 et 2018. Cela correspond à la deuxième plus grande augmentation mondiale dans tous les pays industrialisés. L'augmentation des émissions est de 2% entre 2018 et 2019. Le pays continue donc encore une progression nocive. Encore, selon le dernier rapport du GIEC, les conditions climatiques changeantes devront exacerber bon nombre des inégalités sociales, économiques et sanitaires auxquelles sont confrontés les peuples aborigènes. C'est ce qui se produit ici avec les Maoris. Malgré le fait que les traditions de ce peuple et leur forte vision holistique du monde font d'eux une démographie très peu polluante, ce sont probablement ces derniers qui souffriront le plus des changements climatiques. Selon les études sur les impacts du changement climatique, les Maoris sont fortement investis dans les secteurs sensibles au climat, comme l'agriculture, la pêche et la foresterie, ainsi que le tourisme. De grandes proportions de terres détenues collectivement par les Maoris souffrent déjà de taux élevés d'érosion côtière et riveraine. En effet, la majorité des tribus ont installé dans la basse terre côtière et le long des fleuves plusieurs sites importants, tels que des marais, les lieux traditionnels de rassemblement, ou les urupas, leurs sites funéraires et leurs cimetières, qui sont à risque de se faire emporter par les flots. C'est pourquoi une communauté maori près de Wairoa décida de déterrer leurs tipuna, leurs ancêtres, afin de les transporter sur un autre site, à l'abri de l'érosion plus rapide de la rivière voisine qui menaçait de les emporter. Cependant, c'est principalement à cause de leur lien fort avec l'écosphère dans lequel ils vivent que les changements climatiques sont un danger pour les Maoris. Lors de la vague de chaleur maritime de 2017 et 2018, par exemple, la haute température à la surface de la mer et sur la terre, ainsi que le niveau anormalement bas des vagues, a eu pour conséquence la perte quasi complète dans certains endroits de l'algue Rimurapa. Il s'agit d'une algue cruciale non seulement dans l'écosystème marin, mais aussi pour la culture maori. En la transformant en poa, sorte de sac, ils l'utilisent traditionnellement pour le transport et la conservation du titi, un oiseau qu'ils chassent. Autrefois, l'algue était aussi utilisée pour faire cuire le poisson, transporter de l'eau ou encore comme dispositif de flottaison. De plus, tous les endroits où il y a eu la perte de la Rimurapa, une autre algue invasive nommée Undaria a pris place, ayant pour conséquence une diminution massive de la quantité de kakae, une autre espèce importante pour la culture des Maoris. Le kakae, moule d'eau douce, fait partie des espèces tanga, signifiant précieuse. Ce sont surtout des espèces aquatiques qui sont à la base de leur caille, leur alimentation. Par exemple, il y a le tuna, une anguille d'eau douce, le kura, sorte d'écrevisse, le patiki, ou la plie grise, le piaro, une espèce aquatique de la famille des lamproies, et l'inanga, un poisson nommé whitebait. Ces dernières font aussi partie de leur spiritualité. Elles participent au transfert des pratiques et des coutumes et permettent de partager des connaissances d'une génération à une autre au travers de rituels d'apprentissage. Ainsi, le matoranga, qui se traduit essentiellement par la connaissance ou le savoir, ne peut être transmis aux futures générations en son sens plus large si une ou plusieurs de ces espèces s'éteignent. Aussi, lorsqu'ils perdent une espèce tanga, le lien entre Wenua et Taranga, la terre et l'homme, se brise, les Maoris se voyant comme des gardiens pour le reste de l'écosystème. Le Wakapapa, ce lien avec la terre, ou plus simplement entre les différentes générations, repose fortement sur des pratiques que l'on peut qualifier de développement durable, pratiques qui sont menacées de disparaître avec la biosphère. D'ailleurs, les Maoris sont attentifs aux phénomènes naturels récurrents et les utilisent pour organiser leurs activités. Le calendrier To'u, To'u voulant dire indicateurs environnementaux, devient imprécis avec les changements climatiques. Suite à des variations du climat de plus en plus extrêmes, il devient donc très difficile pour les Maoris de s'informer sur le monde les entourant. Traditionnellement, c'est ce qui leur permet, par exemple, de savoir quand commencer l'ensemençage puis le repiquage de certaines espèces végétales et quand procéder aux récoltes.
Le tohu leur permettra aussi de savoir quand est le meilleur moment pour traverser les rivières ou partir en mer. Ce principe a été développé de façon directe avec l'écosphère de la Nouvelle-Zélande après des centaines d'années de cohabitation. Enfin, les traditions hospitalières des Maoris, le Manaakitanga, est aussi à risque de changement. Dans les marais, ces lieux de rassemblement, les habitants partagent de leurs cailles avec les voyageurs et les invités, mais cette façon de recevoir est compromise par les risques d'érosion des sites eux-mêmes, par le manque de ressources qui commence à se faire ressentir, et par l'infidélité du calendrier tohu qui empire l'entièreté de leur méthode de fonctionnement. Commençons tout d'abord en mentionnant 3 dates fort importantes dans l'histoire récente de la lutte contre les changements climatiques en Nouvelle-Zélande. Premièrement, en mai 2019, la première ministre Jacinda Ardern déclare que la Nouvelle-Zélande vise la carboneutralité pour 2050. Cependant, la première ministre est très vite critiquée par le manque de transparence et d'actions concrètes proposées afin d'atteindre cet objectif. Greenpeace New Zealand ira même jusqu'à dire qu'il s'agit en fait d'une législation ambitieuse à laquelle on a ensuite arraché les dents, faisant ainsi référence aux peu de moyens concrets proposés par le gouvernement. En décembre 2020, le Parlement néo-zélandais adopte avec une large majorité la déclaration d'urgence climatique portée une fois de plus par la première ministre Ardern. Définie sur la scène internationale comme une mesure largement symbolique, Ardern appelle toutefois à une action rapide dans l'intérêt des générations futures. Vivement critiqué par le Parti national néo-zélandais, qui est l'opposition majeure du parti de Mme Ardern, celui-ci déclare que cette déclaration d'urgence climatique nuit plutôt à la cause des changements climatiques puisqu'elle donne l'impression que quelque chose de concret se produit alors que ce n'est pas le cas. Il faut d'autant plus mentionner que le secteur agricole, qui contribue à 48% des émissions de gaz à effet de serre en Nouvelle-Zélande, ne fait objet d'aucune mesure et de limitation. Encore une fois, Greenpeace y va d'une métaphore fort frappante en déclarant que lorsque la maison brûle, il ne sert à rien de déclencher l'alarme si on ne combat pas l'incendie. Et lutter contre l'incendie en Nouvelle-Zélande signifierait de lutter contre les émissions agricoles. En 2021, la Nouvelle-Zélande présente à nouveau des mesures pour atteindre la neutralité carbone visée pour 2050, mais une fois de plus, le plan ne fait que très peu mention du secteur agricole. L'organisation Génération Zéro, elle aussi très critique, le qualifie alors de honteux et de peu ambitieux, estimant qu'il fait complètement fi de l'agriculture qui représente la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Malgré ce portrait, qui semble fort peu reluisant, il faut savoir que la Nouvelle-Zélande a toutefois mis en place certaines mesures qui visent à réduire l'impact des changements climatiques sur son territoire. En voici quelques exemples. Du fait de son poids inhabituellement important dans l'économie, l'agriculture est donc à l'origine de près de la moitié des émissions totales contre 10% ou moins dans les autres pays visés à l'annexe 1 du protocole de Kyoto. Ainsi, pour contrer la surreprésentation des gaz à effet de serre provenant du milieu agricole, la Nouvelle-Zélande fait, pour le captage du carbone, un recours beaucoup plus large aux puits de forêt, qui assure près de 40% de la compensation de ses émissions agricoles et industrielles. Il faut cependant savoir que la durée de vie d'une forêt de plantation étant d'environ de 30 à 40 ans, la maturation et la coupe des forêts plantées depuis 1990 produiront une forte augmentation des émissions nettes néo-zélandaises à compter de 2020, environ avec une pointe autour de 2030. Pour atteindre ses objectifs fixés pour 2050, la Nouvelle-Zélande devra alors concrètement réduire ses activités de foresterie nationale si elle veut continuer à profiter du captage de carbone par les puits de forêt. Enfin, la mesure qui a un impact le plus important sur la lutte sur les changements climatiques en Nouvelle-Zélande est celle rattachée au système d'échange de quotas d'émissions, communément appelé le NZETS. Son but étant d'aider la Nouvelle-Zélande à remplir ses obligations internationales en vertu de l'accord de Paris et d'aider la Nouvelle-Zélande à atteindre son objectif de neutralité carbone de 2050. Le système de NZETS, mettant un prix sur les émissions de gaz à effet de serre, force ainsi tous les secteurs de l'économie néo-zélandaise, bien sûr à l'exception de l'agriculture, à payer leurs émissions via le NZETS. Les entreprises participant à ce système sont donc tenues d'acheter des unités pour couvrir leurs émissions. Finalement, malgré l'ampleur du marché de ETS en Nouvelle-Zélande, celui-ci se bute une fois de plus à la problématique première de la production des GES du pays, soit la production agricole. En étant en effet omis du processus, on peut se poser la question comment la Nouvelle-Zélande arrivera-t-elle véritablement à réduire sa production de GES si son secteur le plus polluant est continuellement soumis à un traitement de faveur? Ainsi, les Maoris, bien qu'ils ne soient aucunement responsables de cette crise, sont ceux qui proposent les solutions les plus concrètes pour le domaine de l'agriculture.
une initiative menée par Mananui Ramsden, conseiller en gestion agricole indigène, enseigne aux quelques 350 fermes de la région de Canterbury les pratiques maoris traditionnelles de développement durable, soit le Maingakai, qui consiste surtout à prendre soin des êtres vivants et des ressources premières pour s'assurer la bonne santé de l'écosystème. Cette façon de faire respecte la nature symbiotique et nourricière de l'environnement et permet donc aux agriculteurs de ne causer aucun dégât tout en augmentant leur rendement. Finalement, il semble que c'est en écoutant les peuples qui vivent en harmonie avec la nature, tels que ceux sur Aotearoa, que nous réussirons à contrer les changements climatiques et de ce fait, préserver toute culture, les leurs comme les nôtres, de l'extinction.